Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire qui va être aussi en replay puisque tout le monde n'a pas forcément se connecter à ces horaires. Ils sont disponibles sur le site deeptinvest.fr. Comme je vous disais, vous avez la possibilité de diffuser en plein écran l'ensemble de ces éléments en choisissant à droite du téléphone rouge les trois petits points qui vont vous permettre en fait de choisir en mode diffusion. Donc, merci de vous connecter aujourd'hui. L'idée de ce webinaire, donc vous savez que régulièrement, on en tient un tous les mois. Chaque mois, on a un intervenant extérieur. Le principe étant que l'intervenant extérieur, alors souvent une maison de gestion, mais ça peut être aussi des experts juridiques ou autres. L'idée, c'est qu'ils viennent vous apporter une vision complémentaire de celle qu'on peut avoir, nous, sur le marché. Ce mois-ci, on est tout seul. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a pas mal de choses. On fait un petit peu le tour du marché. Et donc, on va avoir pas mal de choses à vous raconter. Donc, après, ça réduisait toujours un peu le temps d'exposition de nos partenaires. Bon, voilà le sommaire du jour. Bon, on va se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément encore. Ensuite, on va faire un petit bilan macro-IMO, alors qui se complète trimestre après trimestre et mois après mois en fonction des informations qui sont diffusées sur le marché. On va faire les trois focus qu'on fait d'habitude, bureau, commerce, résidentiel, parce qu'après, derrière, on n'a pas forcément toujours des périmètres d'information qui sont identiques sur des secteurs un peu plus thématiques. Et puis, on fera donc une grosse partie sur les informations qu'on peut avoir sur les SCPI, parce que les SCI, on n'a pas réussi à avoir toutes les infos, la plupart des SCPI sur le marché à la fin du premier trimestre 2023. Et puis, on va en profiter aussi pour vous donner quelques éléments sur l'année 2022, puisque les rapports annuels commencent à être diffusés. Donc, on a certains éléments et donc, par exemple, des valorisations de patrimoine qui peuvent être intéressantes déjà à anticiper. Alors, tout ça se fait au travers des outils qu'on met à disposition. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Marc Sartori, je suis le président fondateur de la société Deeptinvest. Deeptinvest, c'est un cabinet d'analyse financière et on fournit aussi pas mal d'outils pour les CGP, mais aussi pour les gestionnaires de fonds, avec un scoring unique sur le marché, scoring de performance financière et scoring de performance durable. Et on a différents partenaires médias relais sur ces scorings, on aura l'occasion d'en reparler. Deeptinvest, c'est quoi ? C'est une fintech indépendante, donc ça veut dire qu'on n'a pas de lien avec l'ensemble des acteurs. On ne vend pas de part de SCPI. C'est un deuxième point important. On a pris le statut d'analyste indépendant auprès de l'AMF avec charte de déontologie et tout ce qui va bien. On a une expertise reconnue puisqu'en fait le cabinet existe depuis 2005. On faisait de l'expertise en évaluation immobilière et puis en 2019, on a lancé la plateforme. La plateforme, elle a différents objets et outils qui peuvent être utilisés par différents acteurs en fonction des expertises. Donc voilà, on a un outil d'analyse, on a des notations, on a un comparateur pour l'ensemble des fonds du marché. Alors, comparateur profiling, c'est toujours l'intérêt, c'est pas forcément de comparer les fonds les uns avec les autres, mais c'est de comparer les fonds les uns avec les autres, mais c'est surtout de voir quels sont les points forts et les points d'amélioration de chacun des fonds. On a un outil de géomapping qui permet de positionner l'ensemble du patrimoine de toutes les SCPI du marché. Le fameux outil d'allocation de portefeuille qui plaît beaucoup au CGP, puisqu'il permet à la fois de faire des simulations des performances passées de n'importe quel SCPI du marché. Il y en a un peu plus de 200 dans nos bases. Mais ça va aussi permettre de suivre les portefeuilles. C'est ça qui est intéressant aussi pour pouvoir proposer des solutions complémentaires à vos clients. Et puis, on a nos outils de baromètre qui vont être le support de cette présentation, puisque c'est avec ces outils que vous pouvez suivre le marché. Et en fait, on pousse l'information au fur et à mesure où elle est disponible. Quelques nouveautés sur ce trimestre. Alors, première nouveauté dans l'allocation de portefeuille, puisqu'on faisait l'historique et que maintenant vous avez la possibilité de faire des projections sur ce qui pourrait se passer. Alors, on vous laisse le soin de poser les hypothèses. C'est toujours intéressant parce que vous pouvez avoir des hypothèses conservatrices du type là, il n'y a aucune revalorisation de patrimoine, il n'y a aucune revalorisation de dividendes par rapport à la situation actuelle, des hypothèses pessimistes, ça va se dégrader, ou optimistes. Et puis ensuite, après, la plateforme va faire les calculs. Ça permet vraiment d'avoir les idées claires sur les 10, 15 ou 20 prochaines années en fonction de la durée d'investissement qui est identifiée par votre client.
Et puis, on a aussi proposé des arbres décisionnels pour vraiment déblayer le terrain avec 4-5 questions. Ça vous permet vraiment de trier le marché. Et puis, on l'annoncera un peu plus au prochain trimestre. Mais en fait, cette année 2023, maintenant, on va pouvoir recalculer nos scorings trimestre après trimestre en fonction des publications. Donc là, on ne peut pas le faire cette année, ce trimestre-là parce qu'en fait, il nous manque quelques infos, mais ça va être publié d'ici le mois de juin. Donc, on pourra lancer pour la première fois. Donc, ce qui sera bien, c'est que ça va justement permettre de suivre les évolutions du marché au fur et à mesure où elles se présentent. Allez, on va commencer par un petit sondage parce que moi, ça me permettra de voir un peu qui est dans la salle. Premier sondage. Alors, vous avez la possibilité, je vais le lancer tout de suite. Voilà, clac. Normalement, il doit s'afficher dans vos interfaces. Premier sondage qui va porter sur les perspectives de marché. Alors, on a des gens qui sont extrêmement pessimistes, d'autres extrêmement optimistes, et puis il y en a qui sont un peu plus prudents. Donc, vous avez la possibilité de voter. Je suis optimiste et je pense que le marché va continuer à croître, le marché des SCPI et donc enfin, de l'immobilier. Je suis prudent et je pense que le marché va se stabiliser. Ou je suis pessimiste, je vois tout en noir et je pense que le marché va se contracter. On vous laisse une petite minute pour voter. Bon, les premières tendances, c'est la prudence, ce qui paraît plutôt raisonnable. Vous allez voir que les informations vont un peu dans cette idée. Je vous laisse encore 2-3 secondes le temps de voter. On a quand même des optimistes aussi, donc ça c'est pas mal. Bon, la grande tendance, c'est quand même à la prudence. Bon, alors on va pas changer cette tendance avec les éléments qu'on va vous communiquer. Pour autant, tout n'est pas noir. Voilà, c'est ça l'objectif aussi, c'est d'avoir des informations à peu près objectives. Alors, cet écran, on l'a un peu mis à jour, mais le premier écran, c'est un focus sur le marché des bureaux qui reste quand même le segment de marché qui attire le plus d'investissements en matière de SCPI. Alors, je ne vais pas vous lire tous les éléments, parce qu'en fait, c'est des différents éléments qu'on glane sur le marché. Le secteur économique est quand même de première importance. Alors, on évolue et on fluctue avec récession par récession sur ce segment. Bon, la récession, a priori, pas ce qui se profile à l'horizon. Pour autant, il y a des tensions sur le marché qui sont plutôt un rythme, on va dire, d'attente et des opérations qui ne se font pas parce que tout le monde voudrait bien savoir vers quoi on se destine. C'est un élément aussi qu'on voit au niveau européen, puisque le marché des bureaux au niveau européen, ça reste un des marchés essentiels. Donc voilà, il y a une dynamique avec des pays qui ont des taux de location qui sont extrêmement forts, avec des taux de croissance extrêmement forts. On a donné 2-3 exemples, par exemple Prague ou Varsovie, qui sont vraiment des segments extrêmement, extrêmement dynamiques. Et globalement, un marché de l'immobilier européen qui a une très forte tension avec les tendances actuelles sur les taux d'intérêt. Et donc, un marché, on va le voir, on va faire un petit focus plus spécifique sur le marché français. Alors, ça, c'est les dernières informations du trimestre, donc on les avait déjà au trimestre dernier, mais il est bon quand même d'avoir des éléments. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe sur le marché des bureaux en Île-de-France, puisque c'est à peu près le seul segment où on arrive à avoir des infos marchés. On a clairement un marché qui s'oriente à la baisse sur le dernier trimestre, avec des éléments et des vents qui semblent un peu contraires sur ce segment-là. C'est pour ça qu'on parle d'un marché qui est grippé. Maintenant, il est toujours intéressant de voir, bon, on ne fait pas une tendance sur un trimestre, donc une fois un peu la stupeur de la montée des taux passée, on va vraiment voir ce qui va se passer dans le prochain trimestre, parce que c'est vraiment là où on va voir les décisions qui sont prises. Donc, non, on va dire un léger affaissement du prix au mètre carré, mais enfin, ce n'est pas non plus des tendances catastrophiques. Vous voyez, si on regarde ce qui s'est passé sur les tendances de 2006, 2008, on avait vraiment des baisses qui étaient extrêmement fortes, et on a un marché qui avait très, très fortement monté. Donc, on est pour le moment sur des tendances qui sont pas à l'écroulement du tout des prix.
Et puis, si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau des loyers, eh bien, au niveau des loyers, c'est pareil, ils ont quand même énormément monté, hein, si on prend la tendance un peu longue on va dire depuis 2006, 2007, 2008, on a quand même un marché qui a très fortement monté. Donc, est-ce que c'est une pause dans cette montée ou est-ce que c'est qui va ensuite permettre au marché de reprendre son souffle ou pas? Voilà. Là, pour l'instant, les tendances ne sont pas encore extrêmement claires. Après, on peut avoir des convictions, on vous les partagera, mais pour le moment, c'est ça qui se passe. Alors, pour autant, on a un deuxième grand segment qui est les commerces, sur lesquels les SCPI sont assez massivement investis. Et là, on a clairement une tendance à la baisse sur le chiffre d'affaires du commerce de détail, hein, on était sur un point haut qui ressemblait à un rattrapage de ce qui s'était fait en 2020. Très clairement, le segment c'est la recovery de 2022, oui, de 2022. On voit clairement le segment de la restauration qui a effectivement extrêmement souffert pendant la période Covid et post-Covid 2020-2021 et qui vraiment est reparti sur des bases extrêmement fortes, hein, de taux de croissance à 46%. Donc vous voyez là où les autres secteurs sont quand même très en deçà. Donc c'est quand même une dynamique extrêmement intéressante qui est à regarder et c'est toujours la même chose dans les CP qui sont investis sur des supports commerciaux. C'est effectivement une dimension qui est à regarder, qui est à prendre en compte. Alors la restauration ne veut pas forcément dire restauration de centre-ville, même si le plus souvent c'est quand même dans ces secteurs-là où ça se passe. Le troisième grand segment qu'on va regarder, c'est toute la partie résidentielle. Alors, cette partie résidentielle, elle a effectivement, elle est confrontée à, à une tendance extrêmement lourde, puisqu'on a un marché qui reposait sur une grosse partie de l'ancien. Le neuf est toujours un peu sous-dimensionné par rapport à l'ancien. Et on se retrouve à avoir deux tendances très lourdes qui l'impactent. Alors, la première, c'est l'augmentation des taux d'intérêt, qui est, je pense qu'on n'a pas eu plus fort pente depuis très longtemps, hein, parce qu'on était à peine à 1% dans le courant dans le courant de l'année 2022, et on a dépassé les 3,15 en avril 2023. Donc, c'est une augmentation qui est extrêmement brutale. Pour autant, un marché de l'immobilier entre 3 et 4%, vous voyez que l'historique montre qu'on a déjà connu et ce n'était pas forcément la fin du monde. Par contre, très clairement, ce qui se passe sur le marché actuellement, c'est qu'on a une difficulté de financement, c'est-à-dire que les banques ne sont pas très facilement prêteuses. Et c'est là, et c'est le deuxième tableau qu'on vous a mis ici, où on voit très clairement que l'octroi de crédit c'est vraiment, là je pense qu'on peut dire écroulé, hein, puisqu'on vient de quelque chose qui était au-dessus presque à 110%, et on est en avril 2023, on est à 69%. Et c'est cette tendance-là qui est vraiment extrêmement lourde, avec une tendance sous-jacente des banquiers et des banques à ne plus forcément financer n'importe quel investissement. Et c'est là où la contrainte environnementale a rattrapé ce marché, puisqu'on a certaines banques qui, pour des logements qui vont être, par exemple, diagnostiqués F ou G, ne vont carrément pas ouvrir du tout le dossier en disant c'est pas possible de financer ce genre de biens. Et donc, on se retrouve à avoir des investisseurs qui ne peuvent plus, même s'ils ont un locataire en place, ne peuvent plus financer ces acquisitions. Et donc, c'est vraiment la problématique du marché résidentiel. Alors, la contrainte environnementale, elle est très présente sur ce segment, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça se matérialise là. Et c'est pour ça que nous, on parle toujours un peu de laboratoire sur le marché du logement, du marché du résidentiel. C'est pour ça qu'on le surveille de près. Clairement, il y a un potentiel pour que ça
puisse éventuellement se décliner sur les autres segments qui n'étaient pas forcément toujours concernés par des législations ultra contraignantes pour le moment. Par exemple, on pense aux bureaux hein, qui sont exposés à une législation, mais qui est simplement pour le moment déclarative, hein, avec le décret tertiaire, mais on sait très bien que c'est toujours la première étape et qu'ensuite les contraintes pourront venir une fois qu'on aura identifié le marché. Ben, peut-être que le législateur changera de braquet. Donc, est-ce que ce qui se passe sur le logement est en train et pourrait potentiellement se généraliser sur les autres segments? C'est vraiment quelque chose qui est à regarder de près et c'est une inconnue très forte qui pèse sur le logement, sur le marché du résidentiel. On va entamer le segment des SCPI plus spécifiquement. Avant cela, on va vous proposer un deuxième petit sondage. On a des secteurs qui peuvent être potentiellement fragilisés. Alors, l'objectif aussi du webinaire, évidemment, c'est de vous apporter des informations, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir un petit peu où vous en êtes dans votre perception du marché. Donc la question, quels sont les secteurs selon vous qui pourraient être fragilisés par la conjoncture actuelle? Alors, à la fois la hausse des taux, les modifications de valeur de part ou que sais-je, les bureaux, les commerces, la logistique, la santé, le résidentiel. On a essayé de couvrir un peu tous les segments, mais on n'avait pas assez de place. On a aussi le tourisme éventuellement, mais on l'a pas eu dans les éléments, donc on n'avait plus assez de place dans le sondage, ça en faisait trop. Les votes sont ouverts, on vous laisse vous exprimer. Bon, les bureaux requièrent et récupèrent plutôt beaucoup de craintes, beaucoup d'inquiétudes a priori. Je vais vous laisser encore 2-3 secondes pour terminer les votes. Et ça va être intéressant justement de regarder ce que les premiers éléments chiffrés sur les SCPI ont tendance à montrer. Bon, je vais arrêter le suspense. Globalement, les bureaux sont très, très fortement en tête de ce sondage. Alors, bon, ce n'est pas forcément une surprise parce que c'est vraiment effectivement les craintes. On a quand même les bureaux et le résidentiel qui sont potentiellement des secteurs fragilisés selon vous. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Alors pour faire ça, on va quitter notre petite interface ici, puis on va aller sur ce qu'on vous propose comme outil qui s'appelle chez nous le baromètre des SCPI. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que nous, on pousse les informations à jour au fur et à mesure où on les a, et ça va vraiment vous permettre de récupérer tous les éléments en fonction de ce que vous avez, besoin. Alors, premier élément, puisque on situe toujours et systématiquement les informations qu'on récupère. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup de chiffres, mais on va les détailler au fur et à mesure pour pas tous vous perdre en race campagne. Premier élément, la taille du marché qu'on a récupéré, c'est-à-dire les SCPI qui ont publié à date. On est sur un marché, et pour que vous l'ayez en tête, toutes les SCPI du marché ne publient pas forcément au trimestre. On en a un certain nombre qui publient, qui sont sur une fréquence au semestre. Et pour l'essentiel, on a récupéré l'intégralité des SCPI qui publient, à part Amundi, le gérant Amundi, avec toutes ces SCPI qui n'ont pas encore publié. Il devrait le faire dans les prochains jours, mais voilà. Donc, ça veut dire qu'à part Amundi, donc c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir 83 SCPI qui ont publié dans nos bases, à comparer au premier trimestre de l'année dernière où on était à 86. Donc, globalement, vous voyez, il manque quelques SCPI essentiellement du groupe Amundi. Une fois qu'on a dit ça, en termes de capitalisation, on est sur une capitalisation qui continue à croître, parce que vous voyez, il nous manque des grosses SCPI sur le marché, celle d'Amundi, et donc globalement, on va être sur un marché qui a continué à collecter tout à fait raisonnablement, puisqu'on est sur une base commune, 68 milliards par rapport à ce qui se faisait en 2022, sachant qu'on n'a jamais tout le monde à ces périodes-là et que les grands rendez-vous, c'est le deuxième trimestre et le quatrième trimestre de chaque année où vous voyez on récupère à chaque fois 98-99% du marché en termes de data. Pour autant, pour celles qui ont publié et celles qu'on récupère, quelles sont les tendances? La moyenne marché, c'est 4,88 en termes de taux de distribution. Donc, on est plutôt sur un maintien des éléments et une nette amélioration par rapport à ce qui se faisait au premier trimestre de l'année dernière. Donc, voilà, globalement, le marché des SCPI continue sa résilience. Et si on regarde le taux d'occupation financière, alors le taux d'occupation financière, je rappelle que c'est la capacité du gérant à remplir les biens qu'il a achetés avec des loyers.
Eh bien, globalement, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que le taux d'occupation financier, il reste tout à fait stable, autour des 95%. Vous voyez qu'on revient d'un 93 en début d'année 2022, qui était essentiellement pénalisé par toutes les SCPI tourisme, qui ont fait un super recovery sur l'année 2022, et en 2023, vous verrez qu'elles sont plutôt, elles sont plutôt bien positionnées. Donc, ce qui fait que globalement, les SCPI, elles ont acheté du patrimoine et elles arrivent à le louer, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle pour les rendements. C'est pour ça que les rendements arrivent à se maintenir. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau des gérants? Il nous manque donc Amundi, qui est notre numéro 2 ou numéro 1 ou numéro 3 en fonction des trimestres. Donc, vous voyez que globalement, on a toujours nos donc, deux premiers, moins Amundi, qui sont la française et Primonial, avec des capitalisations pour l'ensemble de leurs SCPI qui ont dépassé les 10 milliards, avec des tendances, vous verrez, très contrastées. Alors, à la fois entre les gérants, on va pas tous les faire, hein, mais il y a un certain nombre, on va s'arrêter dessus un peu plus dans le détail. Et puis au sein même d'un gérant, avec des éléments qui peuvent être très différents. Alors, on parlera d'Aestiam parce que tout le monde a ça en tête. Euh, à regarder ce qui se passe pour eux. Et puis, vous verrez aussi, et on voit bien des groupes de gérants, donc la Française, Primonial et Amundi qui sont dans le groupe de tête, on va dire. Et puis, il y a un deuxième groupe ici qui s'est constitué avec AEW, Sofidy et BNP. Et on a un troisième groupe pas très loin avec Perial et Corum qui sont vraiment au coude à coude. On a quand même sur des gérants qui approchent, qui ont dépassé les 5 milliards de capitalisation, hein, un peu plus de 5 milliards 3 pour Corum et 5 milliards 3 aussi pour Perial. Donc, bon, c'est quand même des, voilà, avec Corum à 3 fonds dans ces catégories-là, Perial en a 4. Voilà, donc on arrive quand même à avoir des gérants qui sont extrêmement présents. Et puis on a quand même, alors, et c'est là où c'est intéressant de regarder, puisqu'on se retrouve à avoir Eurial qui est donc le gérant de la SCPI Pierre Val Santé. Et on a donc des gérants qui peuvent être quand même assez concentrés sur quelques fonds. Et ça, c'est une tendance qu'il faut quand même garder en tête et avoir, de manière à pouvoir très clairement identifier ces éléments. Et puis enfin, on va avoir, alors sans que ça soit du tout péjoratif, puisqu'en fait, on va avoir toute une galaxie de gérants qui vont être spécialisés sur des segments avec des tendances qui sont extrêmement différentes les uns par rapport aux autres, avec des nouveaux gérants dont on fera quelques focus, par exemple Theorem ou Epsilon Capital, qui sont des gérants qui se sont lancés il n'y a pas très très longtemps, mais qui arrivent à prendre des parts de marché assez substantielles. Et puis, on va faire un petit focus parce qu'il le faut. Alors, SCPI par SCPI, donc je vous rassure, je ne vais pas faire les 200, simplement de voir quand même qu'on a maintenant épargne foncière qui était très nettement devant en termes de capitalisation Primovi. Et puis, finalement, Primovi a beaucoup collecté encore sur ce dernier trimestre et on va regarder ce qui se passe. Voilà, bon, je ne vais pas tous les faire, mais pour vous dire qu'on a tous ces éléments de marché qui sont disponibles. Alors, après, ce qui était intéressant, c'est de faire un petit focus aussi gérant par gérant. Alors voilà, on a fait quelques-uns. L'idée, ce n'était pas de stigmatiser, mais c'était de montrer des dynamiques. Donc là, par exemple, on a pris Advenis. Vous voyez qu'ils arrivent à collecter quand même pas mal sur le premier trimestre 2023. Ils ont récupéré, puisque là, ils n'ont pas publié les informations pour leur SCPI dite fiscale, donc c'est pour ça qu'on n'a pas tout le monde, mais globalement, on a des tendances qui sont intéressantes. Je vais prendre ce qui se passe, par exemple, parce que j'en avais parlé lors du dernier webinaire sur le gérant Aestiam, et on va voir en fait que les tendances sur Aestiam, bon, il n'y a pas une collecte il y a pas une collecte qui est extrêmement forte pour ce gérant. Par contre, il y a des tendances à l'intérieur qui sont différentes, où il y a voilà, des collectes qui sont reparties à la hausse, par exemple sur Placement Pierre, ce qui n'était pas le cas depuis quand même un certain temps. Donc là, bon, voilà, il y a des tendances qui arrivent à inverser, mais globalement, on va dire sur un marché qui a quand même bien collecté, Aestiam n'arrive pas encore à récupérer une collecte très substantielle. Je ne vais donc pas tous les faire, mais je vais vous parler quand même de quelques-uns qui sont un peu emblématiques. Alors, je voulais, pardon, vous parler juste avant, j'ai été trop vite.
Aldéran qui était là. Voilà, Aldéran qui continue à collecter un peu plus de 100 millions sur un seul fonds, hein, Activimo. C'est quand même une performance à noter, et c'est une performance qui est maintenant assez régulière depuis maintenant la dernière année. Alors, effectivement, ils collectent beaucoup sur un fonds. Donc voilà, après, il y a toujours le débat de savoir la profondeur du marché de la logistique. Ça, je laisserai à vos sagacités. Et puis, si on regarde aussi Altixia, qui a plutôt une belle performance avec des fonds qui sont, avec deux fonds, Altixia, Cadence 3 et Commerce, qui arrivent à collecter quand même plutôt de manière, on va dire, assez convenable, surtout pour Altixia, Cadence 3, sur le premier trimestre 2023. Je ne vais pas tous les faire comme je le disais. Je vais quand même vous faire un petit focus sur quelques gérants. On va par exemple parler de Iroko, qui quand même surperforme très largement les collectes qu'ils pouvaient faire jusqu'à présent. Parce que là, on est à un peu plus de 60 millions de collectes sur le dernier trimestre, alors qu'ils étaient à une cinquantaine sur les périodes passées. Donc, ils ont vraiment atteint une taille critique. Et puis, c'est quand même un des acteurs principaux, Primonial. Pour le coup, Primonial, vous allez voir que les tendances sont assez différentes en fonction des fonds. On a quand même un fonds qui continue qui collecte très fort, qui est Primovi. Et puis à côté de ça, on a où est notre fonds voilà, Patrimo Commerce qui fait clairement du surplace depuis pas mal de temps maintenant. Et donc c'est assez intéressant de voir que même au sein d'un gérant, donc ne jamais avoir une idée globale, mais au sein d'un gérant, on peut avoir des différences assez substantielles entre les fonds. Voilà. Et puis, si je vais le dernier quand même, avant de passer à autre chose, je vais vous parler de Quorum, qui est quand même, qui arrive à avoir une collecte extrêmement régulière et sur ces trois fonds. Et on est à plus de 100 millions de collectes trimestre après trimestre. Et sur les trois, c'est quasiment écu réparti, ce qui fait une belle performance de collecte au bout du compte. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Alors, je ne les fais pas tous, on les a tous, mais je ne les fais pas tous. L'idée, c'est de vous montrer aussi de faire des petits focus comme ça sur un certain nombre d'entre eux. Alors, une fois que j'ai dit ça, il est quand même intéressant de regarder qui est-ce qui a le plus collecté sur le marché. Donc, clairement, les fonds qui ont le plus collecté, vous les avez là. Alors, je vais faire un petit focus ici, clac, comme ça va vous permettre d'attirer l'attention. Vous voyez que Primovi, c'est le fonds qui a collecté le plus sur le premier trimestre 2023, avec des fonds quand même qui sont, alors, proportionnellement à leur taille, si on regarde Remake, qui est en termes de capitalisation, qui est relativement modeste et qui fait une très forte collecte sur ce trimestre-là. Raphaël, il t'appelle pas directement. Et puis, on a aussi, alors, je vais couper des micros qui se sont ouverts, clop là, et puis là, voilà. Vous pourrez poser, d'ailleurs, ça me donne l'occasion de le dire, vous pourrez poser des questions et vous pouvez les poser au fur et à mesure, si vous voulez, dans le chat qui est juste à côté qui est juste à côté de votre écran. Et puis, moi, j'y répondrai à la fin. On les prendra tout en bloc. Voilà. Donc, on voit les quorums qui sont bien représentés. Activimo, Pierre Santé aussi en termes de collecte. Et on a aussi Mourane, dont je n'ai pas parlé, et qui est quand même un fonds qui est extrêmement régulier dans sa collecte. Depuis à peu près 2 ans maintenant, et qui arrive vraiment à récupérer un peu plus de 100 millions encore ce trimestre-là. Donc, les collectes sont moins fortes puisqu'on avait sur les trimestres passés des plus de 200 millions, mais elles sont quand même, on va dire, écu réparties entre les fonds. Alors, bon, c'est pas pour nommer, mais c'est juste pour identifier qu'on a quand même des fonds qui n'ont pas beaucoup collecté sur ce trimestre, voire certains qui ont décollecté. Alors, certains un petit peu, d'autres beaucoup. Voilà, donc c'est quand même des fonds à surveiller, même si évidemment la collecte ne fait pas tout. Et si je reprends les éléments, l'idée c'est de regarder évidemment globalement les performances sur plusieurs trimestres. On va regarder, avant de passer au secteur d'activité, on va regarder ce qui se passe maintenant au niveau des valeurs de part. Donc, vous voyez que globalement, il y a peu de SCPI qui ont revalorisé leur part sur le trimestre passé. Il y en a 3 pour l'essentiel. Donc, voilà, avec des éléments divers. Il y en a quelques-unes qui ont vu leur part baisser. Donc, évidemment, c'est à regarder. Alors, est-ce que c'est annonciateur par rapport
aux inquiétudes qu'il y avait sur le secteur des bureaux. Pour le moment, on ne voit pas de choses se matérialiser sur ce segment-là, avec des baisses qui peuvent être quand même assez substantielles, hein. Certains, on est à plus de 8% de baisse de valeur de part. Bon, voilà, il faut regarder aussi les fonds, comment la capitalisation globale des fonds. On va maintenant s'intéresser au secteur d'activité. Alors attention, il y a beaucoup de chiffres sur celui-là. N'ayez pas peur, on va le faire tranquillement. Voilà. L'idée, c'est pourquoi il y a beaucoup de chiffres? Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir les tendances, mais non pas seulement sur un trimestre, sur ce qui s'est passé sur les trimestres passés. Donc voilà. Alors l'année 2022, on a toute l'année, donc c'est intéressant de regarder. Donc on a fait un webinaire il y a quelques mois de cela avec Catherine, qui était l'un des représentants du secteur du tourisme. Et clairement, l'année 2022, ça a été le recovery pour eux. Et on voit clairement que sur l'année 2023, ce recovery se maintient, puisqu'ils sont à 4,5 en taux de distribution sur cette année. Et puis, on voit que sur les bureaux, globalement, il n'y a pas une modification substantielle en termes de distribution. Donc, pour le moment, on ne voit pas beaucoup de choses avancer et se modifier. Et c'est la relative stabilité sur l'ensemble de ces éléments. Alors, ça, c'était pour le taux de distribution. Maintenant, si on regarde ce qui se passe sur le taux d'occupation financier, c'est toujours intéressant de regarder. On voit que globalement, on a quand même des gérants qui arrivent. Alors, le résidentiel est toujours un petit peu à part, mais des gérants qui arrivent à remplir tout à fait convenablement leur patrimoine. Sur les bureaux, on a 94%, et en moyenne sur l'année dernière, on était entre 93 et 94. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de signaux annonciateurs de quelque chose de catastrophique pour le moment. Dans les chiffres, on ne le voit pas. Ça n'apparaît pas. Et puis, on a des secteurs, par exemple le tourisme, qui est revenu à 100%. Et vous voyez qu'au premier trimestre 2022, il y avait encore des petits restes de Covid, puisqu'ils étaient à 75%. Donc là, ils sont arrivés à 100%, ils sont retournés à 100%. Logistique, pareil. Et puis, on a la santé, pareil, qui est toujours caracole avec ses 100%. Donc, voilà, globalement, on n'a pas de signe annonciateur de catastrophe à venir. Deux derniers éléments qu'on va regarder. Alors, valeur de part, on l'a fait, pardon. Ce qu'on va regarder, ce sont les délais de cession. Parce que là, trimestre après trimestre, on a des fonds qui, globalement, alors le délai de cession, pour mémoire, hein, comment est-ce qu'on le calcule chez nous? Parce que ce n'est pas un élément qui est communiqué, c'est qu'on regarde ce qui se passe sur le second marché, les parts qui sont rachetées, enfin, mises à la vente et rachetées, et puis on va regarder celles qui ne trouvent pas preneur, et c'est comme ça qu'on fait nos calculs. Donc vous voyez qu'on a la grande majorité de l'ensemble des fonds qui sont tous liquides, à part quelques-uns qu'on identifie. Alors, quand on a 9 999 ou plus, c'est parce que simplement, en fait, il n'y a pas eu de parts qui ont été présentées à la vente. Donc, en fait, les acheteurs qui ont présenté leurs parts n'ont pas pu les vendre du tout. Et donc, en fait, il n'y a pas eu donc on ne peut pas calculer cet élément. Donc, Pierre Revenu rentre dans ce cadre-là. Et après, pour les autres, on a quelques SCPI qui sont toujours à question, mais qui le sont depuis un moment déjà. Comme par exemple Aestiam Pierre Rendement, où on a effectivement des fonds qui n'arrivent pas forcément à avoir un second marché liquide. Après, derrière, quand on est à 4-5 mois, c'est un point d'attention, mais ce n'est pas forcément non plus toujours. Ça reste quand même tout à fait raisonnable dans ce qui se présente. Je vais aller regarder maintenant, et on va repartir sur. J'ai cru que tu m'avais parlé. Ouais. On va repartir. Alors, j'ai un petit micro qui est ouvert que je ferme, et puis vous pourrez les rouvrir après au fur et à mesure. Et on va profiter aussi de regarder en fait les valeurs de part, puisque c'est un certain nombre de questions qu'on nous pose. Alors, on a cet outil, le baromètre, qui va vous permettre de suivre en fait. Alors, j'explique le graphique qui peut être un petit peu compliqué au premier abord. On va avoir la courbe verte présente la valeur de reconstitution, c'est-à-dire la valeur du patrimoine, c'est
l'ensemble de ce qu'il faudrait dépenser pour que la SCPI reconstruise son patrimoine à un instant T. Donc là, en l'occurrence, ça va être au 31/12 2023 pour certaines. Et puis, le couloir vert, ça représente la valorisation de la part, le tunnel réglementaire qui est proposé. C'est-à-dire que le législateur a dit, ben, autour de la ligne verte de valeur de reconstitution, vous avez votre valeur d'achat peut varier de plus ou moins 10%. Et donc, on se retrouve à avoir donc dans cet espace vert, on va dire, et quelque part, eh bien, la courbe orange, c'est la valeur d'acquisition de la part, eh bien, la valeur de la valeur de la part doit osciller dans ce couloir vert. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder, donc vous voyez, là, on a pris, par exemple, Altixia Commerce, mais on va en faire quelques-unes, parce que alors tout le monde n'a pas publié les valeurs de reconstitution, mais au fur et à mesure où elles sont publiées, ben, nous, la machine les calcule automatiquement. Donc, vous voyez qu'Altixia, globalement, ils ont une vision un petit peu conservatrice par rapport à leur valorisation des parts, ce qui veut aussi dire que probablement il y a une marge de réévaluation, puisque à la fin, alors là, on était encore à la fin 2021 pour Altixia, ils n'ont pas dû publier, mais je vais prendre certaines qui ont publié. Alors, j'en ai une. Alors, je vais prendre par exemple Activimo, hop là, qui est là. Voilà. Donc, Activimo, en l'occurrence, vous voyez, on avait la valeur, la courbe orange, qui est la valeur d'acquisition, et il y avait une petite marge par rapport à la valeur de constitution. Et vous voyez qu'à la fin 2022, il y a eu une dépréciation sur la valorisation du patrimoine, alors pas la fin du monde, mais quand même substantielle, et qui fait que globalement, la valeur d'acquisition est revenu tangenter la valeur de reconstitution. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? Probablement, mais ça c'est un choix du gérant, puisque le gérant peut se positionner dans cet espace vert un peu là où il veut. Probablement qu'il n'y a pas forcément une revalorisation de part très substantielle à attendre, mais ça reste le choix du gérant qui peut dire, moi je vais passer outre ça, et puis j'ai quand même envie de revaloriser mes parts, et ça peut le faire. Je vais en prendre juste une autre. Voilà, par exemple, ici, on a Aestiam Cap Bergimo avec un croisement de courbes. Alors, ce qui peut être potentiellement intéressant, puisque, alors, je pense que ça, c'est les chiffres, non, c'est les chiffres 2021 encore. Donc, bon, voilà, avec des éléments qui sont à prendre avec tes pincettes en fonction de ce qui va être diffusé. Je vais aller regarder. Je pense qu'Atri m'a pas publié. Alors, attendez voir. On va regarder par exemple les quorums. Si je prends une quorum qui a publié son rapport, et là on doit être en 2022, voilà. Donc là vous voyez avec des courbes qui se croisent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait la valeur de la part à l'achat est à 195 € et la valeur de reconstitution patrimoine qui était à 199 a vu sa part baisser à 190. Donc est-ce qu'il y aura une revalorisation de valeur de part? Selon toute rigueur, il pourrait y avoir une revalorisation encore, vraisemblablement pas tout de même, puisque vous voyez que la tendance du gérant était de dire, globalement, on est toujours plus ou moins en dessous des valeurs de reconstitution. Alors, je n'ai pas d'informations en particulier de quorum à vous de communiquer, mais par exemple, sur Quorum XL, vraisemblablement, on peut supposer qu'il n'y aura pas de choses à attendre de ce côté-là. Si on regarde sur la partie des autres quorums, puisque le quorum a publié l'ensemble de ces éléments, vous voyez, là, on se retrouve à une valeur de part qui est vraiment en deçà de la valeur à la fin 2022 qui était en deçà de la valeur de reconstitution. Et d'ailleurs, vous voyez que cette SCPI a vu elle est restée à 1,140 parce qu'il y a un arrondi, mais il y a un petit potentiel de réévaluation de la valeur. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la dépréciation des actifs a été plus faible que ce qu'on a pu constater sur XL. Puis je termine avec les quorums, parce que voilà, ça on aura fait le tour. Sur les quorums Meurion, là, on voit encore une revalorisation de patrimoine qui sera probablement pas dans le tuyau, et qui peut regarder, qui peut avoir tendance à tangenter en fait cette valorisation. Donc là, ça veut dire que globalement, est-ce qu'ils vont réévaluer les valeurs de part? On n'en est pas certain du tout. Voilà, alors je vais vous chercher une petite dernière qui a publié, alors je ne les ai plus en tête,
Je crois qu'Imorent, ils ont publié, mais j'en suis plus sûr. Est-ce qu'on est en 2022? Voilà. Alors, ce qui est intéressant chez Imorent, c'est de regarder, et vous voyez que la stratégie du gérant en matière de valorisation de parts, c'est de tenir, d'être au plus près de sa valeur de sa valeur de reconstitution. Et clairement, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, la valeur de reconstitution, elle a un petit peu baissé, hein. On est, sur 2 euros par part de perte. Et globalement, ça reste toujours, ça correspond toujours à la valeur d'acquisition. On est à peu près dans les mêmes eaux. Probablement qu'il n'y aura pas une réévaluation à attendre sur ce volet-là, mais pas forcément non plus de baisse de valeur de part. Donc, vous voyez que globalement, par rapport aux inquiétudes qu'il pouvait y avoir sur le secteur des bureaux. Bon, pour l'instant, on n'a pas toutes les valeurs de reconstitution parce que tout le monde n'a pas publié, mais on ne le voit pas encore dans les chiffres. Alors, c'est vrai que les chiffres sont toujours un petit peu en retard, mais globalement, on n'a pas, pour le moment, de signaux d'une très grande fragilisation des valorisations de parts de SCPI.